Bienvenue sur Nourcivia. Dans cette vidéo, je vous explique les diurétiques de manière simple, claire et efficace. Nous allons suivre le plan suivant afin d'aborder les points essentiels de ce chapitre. On va voir une introduction, un rappel anatomophysiologique, classification, les indications, les contre-indications et après une conclusion. Passons vers l'introduction. Qu'est-ce que ça veut dire un diurétique? Alors un diurétique, c'est une substance qui entraîne une augmentation de l'élimination urinaire de sodium et par conséquent une augmentation de l'élimination de l'eau puisque les mouvements de l'eau sont en grande partie dépendent des mouvements de sodium. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'un diurétique, c'est une substance qui est capable d'augmenter la diurèse, c'est-à-dire la quantité des urines. Parce que les diurétiques, on les utilise dans le cas فاش كتكون عندنا واحد la surcharge, واحد l'hypervolémie, un excès de l'eau et les électrolytes في le corps عندنا. Donc pour نديرو l'excrétion ديال هاد les substances, on utilise les diurétiques pour éliminer l'excès de l'eau et les électrolytes par l'élimination urinaire du sodium et de l'eau, puisque les mouvements de l'eau dépendent en grande partie des mouvements de sodium. C'est-à-dire que il دخل عندي le sodium qui يتبعو l'eau, خرج le sodium qui خرج معاه l'eau. Passons, mais avant de passer les mécanismes d'action des diurétiques, la bonne compréhension des mécanismes d'action des diurétiques nécessite un rappel anatomophysiologique. Alors, on sait que les diurétiques agissent au niveau du rein et que le néphron représente l'unité fonctionnelle du rein qui se répartit entre le cortex et le médula. Et il est composé de deux choses, d'un glomérule et d'un tubule. Et que le tubule, il est composé de 4 segments, les homa le tube contourné proximal TCP, l'anse de Halley avec ses deux branches, la branche ascendante et la branche descendante, et troisièmement c'est le tube contourné distal TCD, et quatrièmement c'est le tube collecteur ou bien le canal collecteur. Alors ce qu'il faut retenir ici, c'est que les diurétiques agissent au niveau du rein et que le néphron représente l'unité fonctionnelle et qui est composé d'un glomérule et d'un tubule. Et au niveau des tubules, on trouve 4 segments qui ont le tube contourné proximal, l'anse de Halley, le tube contourné distal et le canal collecteur. Passons vers la formation de l'urine. On sait que la formation de l'urine passe par 3 étapes, qui ont la filtration glomérulaire, la réabsorption tubulaire, puis la sécrétion tubulaire. Qui dit filtration glomérulaire, c'est-à-dire au niveau du glomérule. On a dit que le néphron, il est composé de glomérules et de tubules, et que la filtration glomérulaire se fait au niveau du glomérule. Et après, la deuxième étape, c'est la réabsorption tubulaire, c'est-à-dire au niveau du tubule, et après, c'est la sécrétion tubulaire. Ici, on n'a que l'urine primitive au niveau du glomérule, c'est la filtration glomérulaire. C'est-à-dire, lors de la filtration glomérulaire, on a la formation de ce qu'on appelle l'urine primitive. C'est l'ultrafiltration plasmatique à travers la membrane glomérulaire. C'est-à-dire, la première étape liée à la filtration glomérulaire, c'est la filtration de 100% d'eau et des électrolytes, ce qui va nous donner ce qu'on appelle l'urine primitive. Avec l'urine primitive اللي تفورم لنا lors de la filtration glomérulaire, réduit la deuxième étape, qui est la réabsorption tubulaire. L'urine primitive subit des retouches tubulaires, c'est-à-dire réduit la réabsorption tubulaire, باش تطرى la réabsorption tout au long ديال هذاك le tube urinifère, ce qui va nous donner ce qu'on appelle l'urine définitive, اللي غادي تطرى l'excrétion. Alors, traite la formation de l'urine primitive lors de la filtration glomérulaire et après l'urine primitive subit des retouches tubulaires pour donner ce qu'on appelle l'urine définitive. Lors de la réabsorption tubulaire, à l'étape, on a la réabsorption de 99 d'eau et des électrolytes le long du tube urinifère. C'est-à-dire, la deuxième étape, liée à la réabsorption tubulaire, qu'est-ce qu'on a la réabsorption de 99% d'eau et des électrolytes. Et seulement 1% اللي كترى ليها avec l'urine définitive, c'est l'excrétion du 1%.
Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le sodium, il est réabsorbé en 4 points. Qu'est-ce qu'on a dans la réabsorption de quoi? De 99%. Tout au long, il y a le tubule. On a déjà dit que le tubule fait 4 segments. Tube contourné proximal, l'anse taillée, tube contourné distal et le tube collecteur. Au niveau de tube contourné proximal, on a la réabsorption de 65%. Au niveau de l'anse de Haley, on a la réabsorption de 25%. Et au niveau de tube contourné distal, on a 8%. Et au niveau du canal collecteur, ou bien le tube collecteur, on a la réabsorption de 1%. Et la troisième étape, c'est la sécrétion tubulaire, environ 1%. Passons vers la classification des diurétiques. Alors, les diurétiques sont classés selon deux choses. Premièrement, on a une classification selon le site d'action. Et la deuxième classification, c'est la classification selon l'effet sur la calémie. Classification selon le site d'action, c'est-à-dire que chaque diurétique a le site d'action qui est convenable. Par exemple, dans le tube contourné proximal, on trouve les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique comme l'acétozolamide. Aussi, on trouve les diurétiques osmotiques comme le magnétol. Au niveau de l'anse de Haley, on trouve les diurétiques de l'anse comme le furosémide. Au niveau de tube contourné distal, on trouve les diurétiques thiazidiques comme l'hydrochlorothiazide. Au niveau du tube collecteur ou bien le canal collecteur, on trouve les épargneurs de potassium, les antialdostérone comme le spironolactone, les pseudo-antialdostérone comme l'amyloride. Et la deuxième classification, c'est la classification selon l'effet sur la calémie. C'est-à-dire, est-ce que هذاك diurétique qui détermine la conservation le potassium ou non? Alors, on trouve des diurétiques hypocalémiants et on trouve des diurétiques hypercalémiants. Dans les diurétiques hypocalémiants, on trouve par exemple les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, les diurétiques de l'anse, les diurétiques thiazidiques, même si les diurétiques osmotiques. Et dans les diurétiques hypercalémiants, on trouve les épargneurs de potassium comme le spironolactone. Passons vers la première type de diurétique. Le premier type de diurétique, c'est les diurétiques hypocalémiants. Alors, on commence par les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique comme l'acétozolamide, Diamox, brenzolamide comme Azopt et le dorzolamide comme Trusopt. Acétozolamide, brenzolamide, dorzolamide, c'est la dénomination commune internationale et ça, c'est le nom commercial. Diamox, Azopt, Trusopt, c'est le nom commercial. Passons vers le mécanisme d'action des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Alors que j'ai déjà dit que les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique agissent au niveau de tube contourné proximal. Alors pour bien comprendre le mécanisme d'action de ça, au niveau du tube contourné proximal. On a ici ce qui est en gris, c'est la cellule tubulaire. Ici c'est l'humaine, c'est l'urine, c'est la lumière tubulaire. Et ici, c'est l'espace interstitiel, c'est au niveau du sang. Alors, au niveau de la cellule tubulaire, on trouve un échangeur NHE3 qui est responsable de quoi? C'est de faire entrer le sodium et de faire sortir les protons H+. C'est-à-dire, la cellule tubulaire envoie les protons H+, de la cellule vers la lumière tubulaire. Alors, فاش كيخرج ليا les protons H+, au niveau de la lumière tubulaire, كيتلاقى مع les bicarbonates. Les bicarbonates, la première étape, il y a la filtration glomérulaire. C'est la filtration de 100% d'eau et des électrolytes. Et parmi les électrolytes qu'on trouve, sont les bicarbonates. Alors, la cellule qui à travers l'échangeur les protons H+, et qui le sodium, qui la réabsorption le sodium. C'est le cas normal. C'est le cas normal. Alors, les protons H+, qui les bicarbonates. فاش كتلاقى les bicarbonates مع les protons H+, غيعطيونا ce qu'on appelle l'H2CO3 qui est l'acide carbonique. هنا غيدخل لنا ce qu'on appelle l'anhydrase carbonique. L'anhydrase carbonique, elle est responsable de quoi? Elle est responsable de la transformation de l'acide carbonique en H2O plus CO2. Alors, طرات لنا la formation de l'acide carbonique, غيدخل l'anhydrase carbonique pour faire la transformation de l'acide carbonique en H2O plus CO2.
طرات la formation d'H2O plus CO2. l'H2O et CO2 il est facile باش انهم يدخلوا لنا la cellule tubulaire. Au niveau de la cellule tubulaire يدخل عاوتاني l'anhydrase carbonique باش يردهم sous forme d'acide carbonique. Et l'acide carbonique au niveau ديال la cellule غادي يطرى ليه la dissociation وغيعطينا ce qu'on appelle غيعطينا les protons H+ et les bicarbonates. Les bicarbonates غطرى ليهم la réabsorption vers le sang et les protons H+ غطرى ليهم l'excrétion vers la lumière tubulaire وباش تعاود لينا هاد la cascade de réaction due لهاد l'action ديال l'anhydrase carbonique اللي responsable de ces actions. Donc هنايا في le cas normal mais فاش كيكون عندنا un problème مثلا une surcharge واحد l'hypertension etc. on utilise les diurétiques باش ما تبقاش هاد la réabsorption du bicarbonate ainsi que du sodium. C'est-à-dire هاد les bicarbonates ou le sodium خاصنا نخليوهم au niveau des urines et on utilise les diurétiques. Parmi les diurétiques qu'on utilise sont les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. À partir de leur nom, on trouve inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, c'est-à-dire l'inhibition de l'anhydrase carbonique. Alors, inhibition ou blocage de l'action de l'anhydrase carbonique, ça veut dire que la transformation de l'acide carbonique en H2O et CO2 ne se fait plus correctement. C'est-à-dire ما بقاتش ليا هاد la réaction, donc ما غيدخلش ليها au niveau de la cellule, donc moins de production des protons H+ ainsi que des bicarbonates. Donc la réabsorption ديال les bicarbonates ما غتبقاش ainsi que les protons H+ ما غطرش ليهم la formation اصلا حيت حنا بلوكينا هاد la réaction due au blocage de l'anhydrase et l'action de l'anhydrase carbonique. Donc les protons, moins de production des protons H+, ما غاديش يخرجوا لينا au niveau de la lumière tubulaire. Donc حتى le sodium ما غاديش طرا ليه la réabsorption. Les bicarbonates غيبقاو au niveau des urines et on a augmenté l'effet diurétique. Et aussi avec information que l'eau suit toujours le sodium, c'est-à-dire خرج بقى ليا le sodium au niveau de la lumière tubulaire حتى l'eau غيبقى au niveau de la lumière tubulaire et غطرا ليهم l'excrétion par les urines. Et pour cela, on a augmenté l'excrétion de l'eau et c'est l'effet diurétique modéré. Alors, comme conséquence ou bien comme résultat, on va voir une diminution de la réabsorption de bicarbonate ainsi que de sodium due au blocage de l'action de l'anhydrase carbonique et on a augmenté l'excrétion de l'eau. C'est l'effet diurétique modéré. Et par des effets qu'on trouve, c'est les effets acido-basiques. On a une acidose métabolique hyperchlorémique due à une augmentation de l'excrétion de bicarbonate. Qui dit acidose métabolique hyperchlorémique, c'est dû à l'excrétion massive des bicarbonates. Les bicarbonates qui يخرجوا, le corps qui délina la compensation par le rein ou qui délina le chlore. Et c'est les bases qui يخرجوا, donc à l'intérieur de la cellule réunie acide, donc on va avoir une acidose métabolique hyperchlorémique due à l'augmentation de l'excrétion massive des bases. Aussi, on trouve une diminution de l'excrétion de l'acide urique. Mais comment? Alors, فاش كنعطيو لواحد le patient les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, donc notre objectif c'est de diminuer la réabsorption ديال le sodium et les bicarbonates. Et notre objectif aussi c'est d'augmenter la duresse. Alors, mais quand augmenter la duresse, mais on va voir une légère diminution de volume sanguin. Et فاش كتكون une légère diminution du volume sanguin comme une hypovolémie, le corps خاصو يدير لينا واحد la compensation باش ما تكونش عنده une hypovolémie ou تكون واحد la déshydratation. Alors la compensation كيفاش كطرا par le rein. Le rein غيحاول يدير لنا une augmentation de la réabsorption ديال le sodium et de d'autres substances au niveau ديال le tube proximal. Et parmi les substances اللي aussi كطرا ليهم la réabsorption, on trouve l'acide urique كطرا ليه aussi la réabsorption avec le sodium. علاش حيت le corps حس باللي عنده واحد l'hypovolémie, واحد la diminution ديال le volume sanguin. Et ce qui fait la réabsorption de l'acide urique غتكبر et aussi l'excrétion, c'est-à-dire une diminution de l'excrétion de l'acide urique et le risque d'hyperuricémie, c'est-à-dire l'augmentation du taux de l'acide urique au niveau du sang. Et هنا كيكون le risque ديال la goutte chez ces personnes. Passons vers vers deuxième type, c'est les diurétiques osmotiques.
comme le mannitol. Alors, le mécanisme d'action du diurétique osmotique, on trouve le mannitol est librement filtré au glomérule et reste dans la lumière tubulaire. Il augmente la pression osmotique et empêche la réabsorption de l'eau. Alors, le cas normal, au niveau du tubule, qu'est-ce qu'on la pression osmotique de l'eau au niveau du tubule, là où bien la lumière tubulaire, qu'est-ce qu'on ناقصة par rapport le sang. وإحنا عارفين باللي l'eau passe du milieu moins concentré vers le milieu plus concentré, de milieu hypotonique vers un milieu hypertonique. Donc يمشي من la lumière tubulaire vers le sang وكترى ليه la réabsorption. Mais حنا هنا on utilise les diurétiques باش ما تكونش عندي ديك la réabsorption, ما تكونش عندي ديك la réabsorption, ce qui fait utiliser les diurétiques. Parmi les diurétiques اللي كنستعملو c'est le mannitol. Alors فاش كنديرو l'administration du mannitol غيدوز لينا ce qu'on appelle la filtration glomérulaire. Alors غطرى ليه la filtration mais non réabsorbée, c'est-à-dire ما غاديش يطرى ليه la réabsorption في le sang. Donc غيتفلترا وغيبقى لينا au niveau ديال la lumière tubulaire. Alors, la première étape, c'est la filtration au niveau du glomérule, c'est la filtration glomérulaire. La deuxième étape, c'est que le mannitol reste dans la lumière tubulaire, ce qui va augmenter la pression osmotique. C'est-à-dire, le mannitol, le patient, le mannitol, la filtration glomérulaire. La deuxième étape, c'est quoi? C'est qu'il va rester au niveau de la lumière tubulaire, mais la réabsorption. Et là, au niveau de la lumière tubulaire, c'est-à-dire la pression osmotique au niveau de la lumière tubulaire, elle est كبيرة. وإحنا عارفين l'eau اللي كيمشي من le moins concentré vers le plus concentré. يعني ما غاديش تبقى يطرى la réabsorption vers le sang. Et la pression osmotique ولات كبيرة au niveau de la lumière tubulaire. C'est-à-dire يبقى au niveau de la lumière tubulaire et après le mannitol continue d'augmenter la pression osmotique dans la branche descendante et la branche ascendante, c'est-à-dire au niveau de l'anse de Rayleigh, et après l'eau ne suit pas le gradient osmotique et reste dans la lumière, c'est-à-dire au niveau du tubule, au niveau de la lumière tubulaire, la pression osmotique كبيرة, donc l'eau il va rester au niveau de la lumière tubulaire. Et comme conséquence, on va avoir une augmentation de volume de l'eau dans le tubule et de volume urinaire, c'est la diurèse osmotique. C'est-à-dire que l'eau et le mannitol vont rester au niveau de la lumière tubulaire, passant de tube contourné proximal, l'anse de Rayleigh, le tube contourné distal et le canal collecteur, et on va avoir des urines abondantes et du lait. Alors, comme des points clés, c'est que le mannitol est filtré mais non réabsorbé. C'est au niveau du glomérule, la filtration glomérulaire. Et après, il augmente la pression osmotique au niveau de la lumière tubulaire, ce qui va empêcher la réabsorption de l'eau et secondairement de trop électrolytes. Et pour cela, on a augmenté la diurèse et le volume urinaire et c'est la diurèse osmotique. Alors, j'espère que le mécanisme d'action du diurétique osmotique est clair. Et passons vers les diurétiques de Lenz. Comme par exemple des molécules, on trouve le furosémide, l'azélix, buméthanide, burinex et périthanide, l'urélix. C'est la dénomination commune internationale et c'est le nom commercial. Alors passons vers le mécanisme d'action des diurétiques de Lenz. Alors, diurétiques de Lenz, c'est-à-dire leur site d'action, c'est au niveau du l'anse de Rayleigh. Alors, au niveau du l'anse de Rayleigh, la cellule tubulaire, alors on a la cellule aussi, on a la lumière tubulaire et on a l'interstition, c'est-à-dire l'espace entre les cellules, c'est l'espace interstitiel. Alors, au niveau de la cellule tubulaire, au niveau de l'anse de Rayleigh, on trouve un cotransporteur Na+, K+2Cl-. Le nom dialogue c'est NKCC2. Alors, le cotransporteur, il est responsable de quoi? C'est de faire entrer le sodium, le potassium et du chlore. Et on a aussi le passage le calcium ainsi que du magnésium. C'est le cas normal. Donc, la réabsorption. Mais on a un problème, donc la réabsorption, on utilise les diurétiques comme les diurétiques de Lenz. Les diurétiques de Lenz, c'est l'inhibition, blocage le cotransporteur. Et par conséquent, on va avoir un blocage le passage le calcium et du magnésium. Alors, les diurétiques de Lenz
كيدير لنا un blocage ديال le cotransporteur Na+, K+ de Cl- اللي هو NKCC2. Donc, par résultat, on va avoir aussi un blocage de passage passif de calcium ainsi que du magnésium. Alors, comme résultat, on va avoir une diminution du réabsorption du chlore, du sodium ainsi que du potassium, ainsi qu'une diminution de la réabsorption du calcium ainsi que du magnésium. Alors, comme résultat, au niveau du sang, on va avoir une hyponatrémie, une hypocalémie, une hypochlorémie, une hypocalcémie ainsi qu'une hypomagnésémie. Mais au niveau de la lumière tubulaire, c'est le contraire. C'est une hypernatrémie, hypercalémie, hyperchlorémie, hypercalcémie et une hypermagnésémie. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les diurétiques de Lenz qui déroulent un blocage de ce transporteur, ce qui va entraîner une diminution de réabsorption de ces 3 électrolytes et par conséquent une diminution du passage passif le calcium ainsi que du magnésium. Alors, maintenant, on va parler sur les indications des diurétiques de Lenz. Premièrement, on a l'insuffisance cardiaque chronique. Qu'est-ce que ça veut dire l'insuffisance cardiaque chronique? C'est que le cœur n'arrive plus à pomper suffisamment du sang pour répondre aux besoins de l'organisme. C'est-à-dire, va entraîner une diminution de débit cardiaque ainsi qu'une diminution des perfusions des organes. Et parmi les organes, on trouve les reins. Donc, les reins vont interpréter la baisse de perfusion comme une diminution de volume sanguin, c'est-à-dire comme une hypovolémie. Alors qu'en réalité, que le patient déjà a de la surcharge hydrique. Mais les reins, فاش ما كتوصلهمش كتكون ديك la baisse de perfusion كيحسوا بحال عندنا une hypovolémie. Donc يديروا des mécanismes de compensation. Parmi les mécanismes de compensation اللي كنلقاو, c'est l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. C'est la libération de la rénine, c'est la formation de l'angiotensine 2 et la libération de l'aldostérone. شنو هو le rôle de l'aldostérone? C'est la rétention hydrosodée, c'est-à-dire il augmente la réabsorption de quoi? Du sodium et de l'eau, et pour cela il augmente le volume sanguin, ce qui a le mécanisme de compensation qui aggrave la situation dans le cas d'insuffisance cardiaque. C'est que en réalité que le patient qu'est-ce qu'on a de la surcharge hydrique. Alors l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone va entraîner ce qu'on appelle l'apparition de la congestion. La congestion, c'est-à-dire l'accumulation du liquide au niveau des tissus, c'est-à-dire la pression hydrostatique. Alors, c'est quoi la pression hydrostatique? C'est la pression شنو كتدير كتخرج لينا le liquide من les vaisseaux vers les tissus. Donc, dans une insuffisance cardiaque chronique due à l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone par la voie de compensation, qui atteint l'apparition de la congestion, que ce soit pulmonaire et périphérique. C'est quoi? C'est l'échappement du liquide mène les vaisseaux vers les tissus. Par exemple, les tissus pulmonaires, les alvéoles, qui va entraîner l'accumulation du liquide au niveau des alvéoles, ce qu'on appelle l'œdème aigu des poumons. C'est pour cela les personnes qui ont une insuffisance cardiaque, surtout gauche, qui ont le risque de l'OAP, c'est l'œdème aigu des poumons. Ainsi que c'est pour cela on utilise les diurétiques de Lenz pour avoir un blocage et une inhibition de le cotransporteur et diminuer la réabsorption des électrolytes, du sodium, du potassium, du chlore, du magnésium ainsi que du calcium. La deuxième indication, c'est l'hypertension artérielle. Qui dit hypertension artérielle, c'est-à-dire la pression exercée sur les parois des artères. Et pour cela, on utilise les diurétiques de Lenz pour diminuer la réabsorption ou diminuer la pression les parois des artères et diminuer le retour veineux. La troisième indication, c'est l'insuffisance rénale. C'est que les diurétiques de Lenz, qui sont indiqués dans le cas d'insuffisance rénale, on trouve l'OAP, c'est l'œdème aigu de poumon. C'est le même principe que j'ai déjà expliqué dans l'insuffisance cardiaque chronique. On a les œdèmes dans le cas d'un syndrome néphrotique ainsi que de cirrhose du foie. Alors, pourquoi on trouve dans un syndrome néphrotique et dans un cirrhose du foie des œdèmes? Un syndrome néphrotique, c'est quoi? C'est un fuite, ou bien c'est une fuite des protéines dans les urines, c'est-à-dire une protéinurie, la présence des protéines, surtout d'albumine, au niveau des urines. Alors,
عندنا la notion ديال la pression oncotique. شنو هي la pression oncotique? C'est une pression générée par les protéines, surtout l'albumine. هذاك l'albumine كيشد لينا les liquides au niveau ديال les vaisseaux. Donc إلا ما كاينش l'albumine, les protéines كيخرجوا, donc le liquide va s'échapper vers les tissus. C'est pour cela dans un syndrome néphrotique, c'est une protéinurie, c'est-à-dire l'albumine qui خرج لنا au niveau des urines. Donc la pression oncotique ما غتبقاش, on va voir l'échappement ديال le liquide من les vaisseaux vers les tissus et on va voir les odèmes, que ce soit périphérique, pulmonaire, etc. Ainsi que dans le cas de cirrhose du foie. Qu'est-ce que ça veut dire cirrhose du foie? C'est la destruction des hépatocytes, des cellules hépatiques, et on sait que le foie, c'est lui qui est responsable de la production et la formation de l'albumine. Et l'albumine a une destruction des cellules hépatiques, donc moins de production d'albumine, la pression oncotique ما غتبقاش, donc le liquide غيمشي لينا من les vaisseaux vers les tissus et c'est l'apparition ديال les odèmes. Alors pour diminuer هذاك l'excès ديال le liquide ou هاد les odèmes, on utilise les diurétiques de l'anse pour diminuer هذيك la volémie. Aussi en cas d'une hypercalcémie ainsi que dans le cas d'une hypercalémie. Pourquoi? Parce que les diurétiques de l'anse au niveau du sang, شنو كيعطيونا une hyponatrémie, hypochlorémie, hypocalémie, ainsi qu'une hypocalcémie et hypomagnésémie. C'est pour cela qu'on les utilise dans le cas فاش كتكون عندنا une hypercalcémie, hypercalémie, hypernatrémie, hypermagnésémie afin de soulager la situation. Aussi en parlant sur les effets secondaires en rapport avec la perte hydrosodée, on va voir une hyponatrémie, déshydratation, c'est une hypovolémie, l'hypocalémie, l'alcalose métabolique. Pourquoi? Parce que cette cette excrétion, l'augmentation de l'excrétion du potassium, qui entraîne aussi la perte des protons H+, qui dit diminution des protons H+, c'est-à-dire diminution de l'acidité. On va avoir une alcalose métabolique. Aussi, on va avoir une hypomagnésémie. Comme j'ai déjà expliqué dans le mécanisme d'action, c'est la diminution de la réabsorption du magnésium ainsi que du calcium. On va avoir aussi une hypocalcémie et elle est contre-indiquée dans l'étiase calcique. Alors dans le cas de l'étiase calcique, elle est contre-indiquée parce que les diurétiques de l'anse vont entraîner une augmentation de l'excrétion du calcium, c'est-à-dire au niveau des urines. Et dans chez les personnes qui ont l'étiase calcique, on va aggraver la situation. Et on va même former plus de calculs au niveau des urines. Après, on va parler sur les diurétiques thiazidiques comme l'hydrochlorothiazide. Pour les diurétiques thiazidiques comme l'hydrochlorothiazide, leur mécanisme d'action, c'est au niveau des tubes contournés distales. Alors, c'est la cellule tubulaire au niveau des tubes contournés distales, c'est la lumière tubulaire, c'est l'urine primitive et c'est l'espace interstitiel, c'est-à-dire le sang. Alors, au niveau de la cellule tubulaire de tube contourné distal, on trouve un cotransporteur NCC qui est responsable de quoi? De faire entrer du sodium ainsi que du chlore. C'est-à-dire, il est responsable du passage du sodium et du chlore de la lumière tubulaire jusqu'à la cellule tubulaire et après leur réabsorption vers le sang. Mais dans le cas où on a un problème, une surcharge hydrique, on utilise les diurétiques. Parmi elles, on trouve les diurétiques thiazidiques. شنو كيديروا لنا هاد les diurétiques thiazidiques? Les diurétiques thiazidiques inhibe le cotransporteur Na+Cl- situé sur la membrane apicale des cellules de tube contourné distal. C'est-à-dire, après l'administration du diurétique thiazidique comme l'hydrochlorothiazide, il y a un blocage de ce cotransporteur NCC qui est responsable du passage du sodium ainsi que du chlore. Donc, comme résultat, cette inhibition va empêcher la réabsorption du sodium ainsi que du chlore depuis la lumière tubulaire vers la cellule. C'est-à-dire, ما يبقاش le passage du sodium et du chlore من la lumière tubulaire jusqu'à la cellule tubulaire. Et par résultat, on va voir une augmentation de l'excrétion du sodium et du chlore au niveau des urines, ce qui va entraîner une augmentation de la diurèse.
une augmentation de l'excrétion de sodium, c'est une natriurèse et chloriurèse. Et c'est pour cela qu'on va avoir une augmentation de la diurèse, c'est-à-dire l'augmentation de volume urinaire. Et pour cela, c'est une diminution de volémie, même si c'est une diminution de pression artérielle. Donc, comme résultat, c'est une augmentation de l'excrétion du sodium et du chlore dans l'urine et c'est l'effet diurétique. Remarque, c'est que une augmentation de l'excrétion de sodium peut s'accompagner d'une perte de potassium et de proton H+. C'est pour cela qu'on a le risque d'une hypocalémie ainsi que d'une alcalose métabolique. Une perte de sodium peut s'accompagner aussi d'une perte de potassium. فاش كيخرج لنا le potassium كيخرجوا معاه les protons H+, c'est pour cela qu'il dit moins de protons H+, c'est-à-dire alcalose métabolique et aussi le risque d'une hypocalémie. Alors, j'espère que le mécanisme d'action des diurétiques thiazidiques est clair. Ce qu'il faut retenir, c'est que les diurétiques thiazidiques bloquent ce cotransporteur qui est responsable de réabsorption du sodium et du chlore. Et comme résultat, on va voir une diminution de réabsorption de ces deux électrolytes, du sodium ainsi que du chlore. Une autre chose, c'est que dans les diurétiques de Lenz, j'ai dit que les diurétiques de Lenz qui inhibent ou qui donnent un blocage ديال le cotransporteur Na+, K+ de Cl- et qui donnent et par conséquent qui connaît un blocage ديال le magnésium et du calcium. Mais dans les diurétiques thiazidiques que ما كيكونش عندنا هذاك l'action ديال les diurétiques thiazidiques ما كتكونش على هذا le potentiel positif ou هذا le passage ديال le calcium et du magnésium, c'est-à-dire le magnésium ou le calcium, qu'est-ce qu'on a une continuation de ces réabsorptions. Et la réabsorption ديالهم كتبقى. Donc, comme résultat au niveau du sang, on va voir une hyponatrémie et une hypochlorémie, mais le magnésium et le calcium ما كيتقاسوش. Les diurétiques thiazidiques ما كيكونش عندهم une action sur le magnésium et le calcium. Par contre, les diurétiques de Lenz, قلنا باللي هذاك le blocage ديال هذيك داك le cotransporteur Na+, K+ de Cl-, comme conséquence كيكون عندنا un blocage de la réabsorption du magnésium et du calcium. Mais ici, non. ما كتكونش عندنا une action sur la réabsorption du magnésium et du calcium. Alors, j'espère que le mécanisme est clair. Concernant les indications, elles sont indiquées dans le cas d'une hypertension artérielle, dans le cas d'une insuffisance cardiaque aussi, dans le cas d'une lithiase rénale par hypercalciurie. Les diurétiques de Lenz, j'ai dit qu'ils sont contre-indiqués dans le cas de lithiase rénale par hypercalciurie. Pourquoi? Les diurétiques de Lenz, قلنا بلي عندهم une action على هاد la réabsorption ديال le calcium. هما كيديروا لنا un blocage. Mais هنايا les diurétiques thiazidiques non, كيخليو la réabsorption ديال le calcium. Donc on n'a pas le danger على les personnes اللي عندهم de lithiase calcique ou bien de lithiase rénale par hypercalciurie ما غنديروش une aggravation de situation. C'est pour cela il est indiqué. Mais ils sont contre-indiqués dans le cas d'une insuffisance rénale. Les diurétiques de Lenz هما بوحدهم اللي sont indiqués dans le cas d'une insuffisance rénale. Concernant les effets secondaires, on va trouver une hypovolémie, déshydratation, hypocalémie avec ou sans alcalose métabolique due aux pertes du potassium et avec une perte massive des protons H+, et on va voir une alcalose métabolique. On va avoir une hypercalcémie, on va avoir une hyperuricémie, due à quoi? C'est le même principe que j'ai déjà expliqué dans les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, c'est que par le mécanisme de compensation du corps, le corps rédéline une réabsorption de sodium ainsi que de d'autres substances, et parmi les substances calca ou l'acide urique. Et donc, on va voir une augmentation de réabsorption de l'acide urique et le risque d'une hyperuricémie. On va avoir aussi une hyperglycémie. Pourquoi? Parce que les diurétiques thiazidiques, ce sont des diurétiques qui sont hypocalémiants, c'est-à-dire ils vont entraîner une hypocalémie. Et le potassium, il est essentiel pour la libération de l'insuline. Donc, absence de potassium, donc absence de libération de l'insuline. ما كايناش l'insuline, donc c'est une augmentation de taux du glucose
glucose au niveau du sang et le risque d'une hyperglycémie. On va avoir aussi une hyperlipidémie. Pourquoi? Donc, une absence de potassium. Donc, c'est une absence de libération de l'insuline. Donc, la libération de l'insuline mécanisme, donc c'est une activation de la lipolyse. La lipolyse, c'est quoi? C'est la dégradation des graisses qui sont stockées. Donc, c'est une augmentation des lipides au niveau du sang et c'est le risque d'une hyperlipidémie. Alors, j'espère que les indications, le mécanisme d'action, les indications et les effets secondaires des diurétiques thiazidiques est clair. Maintenant, on va passer. Alors, pour les diurétiques hypercalémiants, on a les épargneurs de potassium, on a les pseudo-anti-aldostérone et on a les anti-aldostérone. Alors, concernant le mécanisme d'action des pseudo-anti-aldostérone, leur site d'action, c'est au niveau de tube collecteur. Alors, c'est la cellule tubulaire au niveau de tube collecteur, la lumière tubulaire, c'est-à-dire l'urine, et ici, c'est le sang. Alors, au niveau de la cellule principale de tube collecteur, on trouve un canal sodique qui est responsable de l'entrée du sodium, mais la lumière tubulaire jusqu'à la cellule principale. Mais après l'administration d'un pseudo-anti-aldostérone comme l'amyloride, je n'aurais dit qu'il y a un blocage de ce canal sodique, c'est-à-dire empêche l'entrée de sodium de la lumière tubulaire jusqu'à la cellule principale de tube collecteur. Et par résultat, on va voir une diminution de réabsorption du sodium. Donc, la réabsorption du sodium maratibqash, et c'est notre objectif, c'est-à-dire c'est une augmentation de la natriurèse. Et pourquoi on dit que les pseudo-anti-aldostérones, ce sont des hypercalémiants? C'est parce que qu'est-ce qu'on a une action sur le canal dial le potassium. Et le potassium, la réabsorption dialo katibqa, donc c'est une diminution de sécrétion de potassium. Et c'est pour cela ce sont des diurétiques hypercalémiants et on a le risque d'une hypercalémie, surtout si insuffisance rénale ou bien la prise des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des AINES, etc. Et on va voir un effet diurétique les rois faibles à modéré par rapport les diurétiques hypocalémiants, les qui connaissent un chute des électrolytes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a une hyponatrémie, hypocalémie, hypomagnésémie, hypocalcémie, hypochlorémie, etc. qui connaissent un effet les rois diurétiques puissants. Par contre, les diurétiques hypercalémiants qui ont un effet les diurétiques qui est faible. Alors, comme résumé, c'est que les épargneurs de potassium, les pseudo-anti-aldostérones comme l'amyloride, bloquent directement le canal sodique épithélial dans la cellule principale du tube collecteur, donc moins de Na+ réabsorbé, donc moins de potassium sécrété et c'est une conservation du potassium. C'est pour cela qu'on dit que les épargneurs de potassium, ce sont des diurétiques hypercalémiants. Alors, pour les épargneurs de potassium, les anti-aldostérones, leur mécanisme d'action, c'est au niveau de tube collecteur. Et si on a la cellule principale de tube collecteur, c'est la lumière tubulaire et c'est l'espace interstitiel. Alors, dans le cas normal, c'est-à-dire avant l'administration des anti-aldostérones, qu'est-ce qu'on a dans le corps, qu'est-ce qu'on a une libération de l'aldostérone physiologique. L'aldostérone, c'est l'hormone liposoluble, c'est-à-dire capable de traverser la membrane cellulaire, qui est très liée à l'aldostérone et se lie à son récepteur intracellulaire minéralocorticoïde, c'est-à-dire au niveau de la cellule principale qui a un récepteur minéralocorticoïde de l'aldostérone, qui gère l'aldostérone, qui est fixé au niveau de ce récepteur. Et après la fixation, c'est la formation de le complexe aldostérone récepteur. Qu'est-ce qu'on a une migration vers le noyau pour faire la transcription de certains gènes. Les gènes, ils sont responsables de quoi? C'est responsable de la transcription, c'est-à-dire après la fixation de l'aldostérone et le récepteur dialo, on va avoir une migration jusqu'à le noyau. Et après, c'est la transcription des gènes cibles. On a les transcriptions des gènes des canaux, comme le canal sodique, ainsi que d'une pompe Na+K+ ATPase.
Et après cette transcription, on va avoir l'expression de ces gènes. On va avoir l'expression de le canal sodique au niveau de la membrane cellulaire, ainsi que l'expression de la pompe Na+, K+, ATPase. Le rôle de la pompe sodique, c'est de faire entrer le sodium et la lumière tubulaire jusqu'à la cellule principale de tube collecteur. وهاد la pompe Na+, K+, ATPase في le cas normal كدير لنا un passage ديال le sodium, c'est-à-dire la réabsorption du sodium vers le sang, et l'excrétion ديال le potassium من le sang vers la cellule jusqu'à la sécrétion au niveau des urines, mais dans les urines, c'est le cas normal. Mais après l'administration ou bien avec les anti-aldostérone comme le spironolactone, il va se fixer le récepteur de l'aldostérone, c'est-à-dire occuper la place de l'aldostérone. Donc le complexe ما يبقاش خدام علاش حيت les épargneurs de potassium, les anti-aldostérone comme le spironolactone غيشد بلاصة l'aldostérone. Donc la transcription ديال les gènes ما غتبقاش، يعني حتى l'expression ديال الcanal sodique ainsi que de la pompe Na+, K+, ATPase ما غتبقاش. Donc moins d'entrée de Na+ à l'intérieur de la cellule jusqu'à le sang, ainsi que moins d'excrétion ديال le potassium, c'est-à-dire le potassium غيبقى عندنا au niveau du sang, mais on va voir une diminution de la réabsorption du sodium. C'est pour cela on va avoir une augmentation c'est le cas normal, mais le cas normal qu'est-ce qu'on a une augmentation de la réabsorption de sodium ainsi que une augmentation de la sécrétion du potassium. C'est le cas normal, mais après l'administration le spironolactone, l'anti-aldostérone, on va avoir le contraire, c'est-à-dire une diminution de la réabsorption de sodium, c'est la natriurèse modérée, ainsi que une diminution de la sécrétion du potassium due à l'absence de l'expression du pompe Na+, K+, ATPase due à l'occupation de spironolactone, la place de l'aldostérone au niveau de ce récepteur. Donc, moins de perte de potassium et le risque réduit d'hypocalémie, mais on a le risque d'une hypercalémie, d'une insuffisance rénale, ainsi qu'avec le spironolactone, on a le risque d'une gynécomastie. Qu'est-ce que ça veut dire gynécomastie? C'est-à-dire l'augmentation anormale de volume des seins chez les hommes. C'est que le spironolactone qui est un blocage le testostérone et c'est pour cela qu'est-ce qu'on a une activation des hormones féminines, les oestrogènes, et pour cela on va voir une augmentation de volume des seins chez les hommes. On va avoir aussi des troubles menstruels. Alors, les indications essentielles ou principales des pseudo-anti-aldostérone, des anti-aldostérones, on trouve l'hyperaldostéronisme, l'insuffisance cardiaque, cirrhose avec l'acide et l'hypertension résistance. Et j'espère que le mécanisme d'action des épargneurs de potassium, les anti-aldostérones, il est clair. Ce qu'il faut retenir, c'est que après l'administration, on va voir une occupation de ce médicament à la place de l'aldostérone. Donc, la transcription de ces gènes ne se fait plus correctement. Et puis, on va voir c'est-à-dire blocage de synthèse de l'activité de la pompe Na+, K+, ATPase, ainsi qu'un blocage de la synthèse et l'insertion des canaux Na+, c'est-à-dire du canal sodique. Et pour cela, on va voir une diminution de réabsorption de sodium, c'est-à-dire c'est la natriurèse modérée et avec une diminution de sécrétion du potassium. C'est pour cela ce sont des épargneurs de potassium. Dans le sang, on va avoir une hypercalémie. C'est le risque d'une hypercalémie. C'est pour cela ce sont des diurétiques hypercalémiants. Et j'espère que c'est clair. Alors, une conclusion, c'est que les diurétiques favorisent l'élimination de l'eau et du sodium par les reins. Leur utilisation nécessite une prise en charge adaptée et une surveillance étroite afin de prévenir les effets indésirables et les déséquilibres hydroélectrolytiques. Et j'espère que c'est clair.